Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les matins, je vous fais une review des indicateurs que je regarde. Donc on a une journée plutôt calme, hein, une semaine qui a été légèrement dans le vert a priori, avec en fait quelques gros projets qui ont mené. Et on a eu tout simplement une journée calme avec un Bitcoin à 28 000, un Ethereum à 1800, donc rien de particulier à dire ici. La news importante du jour, à mon avis, c'est ça. Surtout pour tous ceux qui s'intéressent à Arbitrum, et c'était mon cas, moi je vous l'ai dit, je vais en acheter, mais beaucoup plus bas, autour de 0,7-0,8, et on est peut-être sur les news qui vont nous faire arriver à ce genre de prix. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Arbitrum, derrière, il y a une DAO, organisation décentralisée, dans laquelle la communauté peut participer en fait aux décisions du projet, notamment à l'aide des tokens. Sauf que le projet Arbitrum a décidé de certaines choses avant que la DAO soit mise en place, avant que les gens puissent voter, avant qu'ils aient leurs tokens, et notamment au niveau de la gestion de leur trésorerie, ils ont décidé qu'ils pouvaient vendre des tokens sans demander l'avis de leur communauté de la DAO. Donc ça, c'est pas bon, ça n'a pas plu. Donc pour le moment, ils ont vendu 10 millions de tokens, donc 10 millions de tokens, il faut remettre dans le contexte, ce n'est pas énorme, hein. En ce moment, sur Arbitrum, il y a 1 milliard 275 millions de tokens, donc 10 millions, c'est peu. 10 millions, c'est une goutte d'eau là-dedans, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Le problème, c'est qu'il les fait sans demander quoi que ce soit. Donc ils justifient ça par le fait qu'ils ont besoin en fait de liquidité pour leurs frais de fonctionnement, etc., etc. D'accord. Alors, ils veulent aussi prendre le contrôle de 750 millions de tokens, et là, c'est un peu plus problématique parce que c'est pas en fait ce qui est attendu. C'est-à-dire que dans la tokenomique d'Arbitrum, la DAO va recevoir déjà 42% des tokens, ce qui est assez important. Vous avez l'information ici. Arbitrum DAO Treasury, c'est 42%. Donc déjà, en fait, sur le million qu'on a ici, le million 2, ils sont censés avoir 600 000 tokens à peu près. Donc c'est déjà beaucoup. Et là, en fait, ils veulent, a priori, selon cet article, prendre le contrôle de ces 150 millions de tokens. Donc est-ce que c'est en plus de ce qui a été déjà libéré? Je ne sais pas, c'est pas très clair. Mais là, c'est en fait soumis à un vote, et globalement, la communauté est complètement contre. Et donc on a un peu des soucis de ce côté-là, niveau Arbitrum. Donc vous pouvez trouver le vote ici. Ils ont appelé ça AIP1, donc c'est tout simplement les propositions d'amélioration de Arbitrum. Et donc il y a eu un vote qui a commencé le 28, qui dure jusqu'au 4. Globalement, tout le monde est contre, hein. Il y a 82% de personnes votantes qui sont en désaccord avec cette proposition. Vous pouvez aller la lire ici. Et du coup, ça peut mener, je pense, à des petits soucis au niveau du token Arbitrum. Moi, en fait, ce que je retiens de ça, c'est pas tellement le montant. Le montant m'importe pas tant que ça. C'est plutôt le fait qu'ils aient pris des décisions sans l'accord de la communauté, c'est-à-dire en amont de ce que la communauté demandait. Et ça, je trouve que c'est pas très très bien. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, si ils ont dump, vous voyez, ils ont vendu 10 millions de tokens, et ben s'ils ont vendu là récemment, c'est parce qu'ils estiment que le prix du token il va pas monter. C'est-à-dire que s'ils se disaient dans 2 semaines notre token il va valoir 2 fois plus, alors ils n'auraient pas vendu. Ils auraient attendu 2 semaines, ils auraient fait patienter les frais qu'ils avaient à rembourser. Et donc moi ce que ça fait en fait, c'est que ça me conforte dans mon idée que globalement on peut attendre le token plus bas. Donc on a ici le tweet de Arbitrum, hein, qui nous explique globalement que oui, ils ont effectivement fait ça, mais c'est pas grave, tout ça, tout ça. Donc vous pouvez aller lire si ça vous intéresse. Bien évidemment, c'est pas très très engageant, ça donne pas très très envie de leur faire confiance, ce qui est un petit peu malheureux. Donc il y a évidemment des gens qui sont pas contents derrière. Ici, comme on l'a vu ensemble, la proposition que je vous invite à aller lire aussi, surtout si vous êtes dedans. Donc ça c'est le gros point, vous allez sûrement entendre parler dans les prochains jours, prochaines semaines, hein. C'est un point qui est quand même assez important et qui fait pas plaisir. On continue complètement différent avec Jess Meyer, que j'ai découvert du coup là récemment, et qui nous propose pour lui ces 7 charts, donc les graphiques les plus importants d'un point de vue macro, et donc surtout orienté US, mais bon, on sait que c'est hyper important pour nos cryptos, donc écoutez, on va regarder ça, moi je trouve que c'est intéressant. Donc la première chose, c'est l'écart de taux, et donc tout simplement le taux 10 ans, le taux 2 ans, donc concrètement les taux à long terme et les taux à court terme, et on voit que le court terme a rattrapé le long terme, hein. Donc ça on le savait, c'est ce qui a causé tous les problèmes sur en fait les rendements des obligations dans lesquelles étaient investies notamment les banques, hein. Par exemple la SVB Bank qui a fait faillite mi-mars, tout simplement parce qu'en fait ils ont acheté des obligations qui valaient un certain prix il y a 6 mois, qui sont beaucoup moins intéressantes maintenant parce qu'en fait les rendements sont plus intéressants, donc ils ont dû les vendre moins cher et ils ont perdu de l'argent. Donc voilà la première conséquence de cet écart de taux. Donc là on a un deuxième graphique, mais malheureusement on ne peut pas vraiment lire
la légende, donc je vais pas aller plus loin. C'est juste, on voit, c'est l'évolution en fait de quelque chose au cours de cette période, hein, au niveau des banques, et on voit qu'on a eu un retournement total de la courbe, mais vu qu'on ne peut pas lire, bah écoutez, bah c'est malheureux, mais tant pis, on continue. Ici, c'est le spread, donc l'écart des deux taux, où on voit qu'effectivement, donc des deux taux, quand je dis, c'est le 10 ans moins le 2 ans, tout simplement, donc long terme, court terme, et on voit qu'il y a eu là un pump, donc censé être une bonne nouvelle, hein, parce que ça, bah, théoriquement, c'est favorable. Le problème de ça, en fait, euh, qui traduit bien évidemment une injection de liquidité liée à ce qu'a fait la Fed pour sauver les banques, c'est que ça, c'est aussi une configuration qui ressemble beaucoup à un pré-récession. C'est-à-dire, dans les précédentes récessions, on a eu ce genre de scénario-là, et c'est effectivement de genre d'information qui a déjà été confirmé dans d'autres médias. Donc attention, il faut savoir ça, c'est à prendre en compte, c'est plutôt bearish, plutôt négatif pour la suite. Là, on a ici les CDS, donc les crédits défaut swap, donc concrètement, ce sont des assurances sur des produits dérivés. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une assurance? Parce que vous craignez que votre produit dérivé, eh ben, il ne se passe pas comme prévu, que globalement, vous n'ayez pas forcément l'argent à la fin, ou qu'il y ait des défauts, ou qu'il y ait des pertes, etc. etc. Et ce qu'on voit, c'est que là, dernièrement, on a du mal à lire l'échelle. On voit qu'ici, c'est décembre, ici, c'est mars. Et on voit qu'en mars, le cours des CDS a énormément monté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens veulent se couvrir plus qu'auparavant, donc ils craignent une baisse, des retournements de marché, des crises, des faillites tout simplement. Et bien ce qu'il nous dit ici, des compagnies faillissent. Donc encore un indicateur plutôt négatif ici, essentiellement sur le Lincoln National LNC. On voit que ce n'était pas forcément aussi important sur les autres, notamment sur JP Morgan, mais voilà, c'est quand même pas forcément positif, ça reste qu'un indicateur. Attention. Quatrième point ici, c'est le Commercial Real Estate, donc le CRE, et qui ici en fait va nous montrer plutôt l'impact indiciel de tout ce qui est prêt hypothécaire et immobilier. Donc c'est un gros indice qui va englober un certain nombre de choses. Et on voit qu'il est à la baisse, que globalement, bah, les gens n'ont pas envie d'acheter ça. Donc encore une fois, on est sur quelque chose de plutôt bearish sur ce début d'année 2023. On voit que du coup, la liquidité n'est pas du tout allée dans ce domaine-là. Pour le moment, on est clairement en baisse, hein. C'est vraiment, c'est une baisse stricte, hein. Quand on voit des moins 15% comme ça sur ce genre de marché, c'est assez notable. Autre point ici, ce qui regarde, c'est l'inflation. Donc là, c'est ok, c'est très clair, hein. Donc c'est le CPI. Donc évidemment, donc là, on est sur 5 ans. On a eu une énorme hausse entre 2021 et 2023, avec un pic au printemps 2022, avec du plus 7% et demi hier to hier, hein, donc d'un an sur l'autre. Lui, au vu des choses qu'on a vues précédemment, des précédents graphiques, il nous dit qu'il s'attend à une plus forte inflation, parce qu'en fait la Fed va devoir intervenir, la Fed ou le gouvernement américain, hein, devoir intervenir avec des liquidités pour venir renflouer en fait ces secteurs-là en fait qui ont besoin de liquidités pour fonctionner. Donc avec une fin du quantitative tightening, une hausse du quantitative easing et du coup un retour très probable de l'inflation, des hausses d'inflation, et du coup il nous dit qu'est-ce qui performe bien en période d'inflation. Et donc, quel est un indicateur qu'on est en inflation aussi? C'est tout simplement l'or. Et donc, il nous dit, regardez, en 1970, on a eu une période de stagflation. Et il nous dit que l'or a superformé pendant la période de stagflation de 1970 à 1980. Donc, du coup, il est passé de 36, donc presque 40 dollars, à plus de 400. On voit qu'il a atteint ici les 600. Donc, il nous dit, bah, moi, je vais regarder l'or, ça va m'intéresser et potentiellement, je vais en acheter. Dernier point, parce que ça on le savait, il nous parle bien évidemment de Bitcoin, qui est considéré comme étant l'or numérique, donc il fait des comparaisons ici avec des valeurs par rapport à Bitcoin, mais j'ai envie de dire, attention, même si c'est intéressant d'en acheter, même si bien évidemment on est sur une chaîne où on parle essentiellement de crypto, même si c'est ça qu'on veut voir pump, il est beaucoup plus probable que les gens aient confiance en l'or et se ruent vers l'or que sur le Bitcoin, parce que l'or est considéré depuis longtemps comme une réserve de valeur par tout le monde. Bitcoin, ce n'est pas encore le cas. Donc oui, il va sûrement profiter de la situation, mais ce n'est pas du tout certain. On continue du coup avec Ted Macro qui nous a donné ce qu'il appelle le Path to Alt Season, donc globalement les différentes étapes par lesquelles le marché crypto passe pour aller jusqu'à la altcoin season. Pour le moment, on serait plutôt dans la phase 1, moi je dirais, au niveau du coup de la Bitcoin dominance. Donc globalement, l'argent va vers Bitcoin et c'est essentiellement lui qui prend de la valeur. Donc là, on peut s'en assurer assez facilement. Vous le voyez, par exemple en vue mois, bon bah on a un Bitcoin ici à 26%,
qui est globalement devant les autres projets. Alors oui, on a des trucs à 200, etc. Mais voilà, c'est quand même des trucs qui sont marginaux. Et si on regarde en fait ici, bah, on voit que bon, Ethereum commence à prendre un peu, il a pris 15% l'air de rien. Et le reste, ça a un peu plus de mal. Donc on a quand même un Bitcoin qui est largement dominant. Donc il me semble qu'on est dans cette phase-là. Après, il nous dit on aura des liquidités qui vont commencer à aller vers Ethereum et qui vont alterner entre Bitcoin et Ethereum. Et au bout d'un moment, Ethereum va outperformer le Bitcoin, c'est-à-dire il va faire mieux. Donc pour le moment, on n'y est pas, on le voit très bien sur le mois. Ethereum a fait 15, Bitcoin a fait 26. Donc pour le moment, on est dans la phase 1. Une fois que Ethereum aura bien outperformé, on va commencer à avoir des liquidités qui vont aller vers les grosses capitalisations. Donc les grosses capitalisations, c'est ce qu'on regarde régulièrement, c'est le top 100, c'est le top 50 dans ces eaux-là, on va dire. Donc globalement du BNB, du XRP, Cardano, Polygon, Polkadot, Litecoin, Tron, etc., etc. Vous regardez le top 20, vous avez une bonne idée de ce qu'il y a dedans. Une fois que ça aura été fait, une fois que du coup ces projets auront beaucoup pump, qu'ils auront été paraboliques, en tout cas c'est ce qui s'est passé les dernières fois, on va commencer à avoir des liquidités qui vont plutôt vers les projets de plus petite taille. Donc des projets de plus en plus petits, on va aller vers des top 100, top 150, top 200, top 300 projets, jusqu'à aller jusqu'au même coin. Et au moment où on sera au même coin, là il faudra faire attention, c'est là où on aura vraiment l'excitation maximale, l'euphorie, donc ça va pas être tout de suite, hein, ça va prendre des mois et des mois. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les derniers cycles. Et là, ce sera vraiment le moment de se dire qu'il faudra prendre des profits parce que c'est une fois que les mêmes coins ont explosé que globalement on a les retournements de marché et du coup le retour en bear market. Donc on m'a demandé si je ne craignais pas dans le cadre de mon portefeuille que l'alcoin season commence sans moi et que du coup je ne puisse pas rentrer à des prix que j'avais ciblés sur les différents altcoins sur lesquels je ne suis pas encore rentré. Ma réponse est c'est possible, mais honnêtement, je ne pense pas. Et j'aime bien en fait cette définition de l'alcoin season. Et pour le moment, je pense qu'on est toujours en phase 1, donc il n'y a vraiment pas de souci. On a le temps de voir venir. On verra quand Ethereum va commencer à surperformer. À ce moment-là, oui, effectivement, on va commencer à un peu s'inquiéter d'investir dans les autres projets. On va terminer cette vidéo avec une nouvelle plutôt positive de Ecoinometrics. Du coup, il fait plutôt de l'économétrie. Ici, d'ailleurs, c'est du Monte Carlo pour ceux qui sont familiers avec ce genre de choses. Donc, il a simulé en fait deux scénarios dans lesquels il fait rentrer le cours du Bitcoin. Donc, il y a le scénario 1 qui est la continuation. Donc, l'idée qu'en fait, on va continuer le bear market et qu'on n'est du coup pas encore au bottom, qu'on n'a pas trouvé du coup les plus bas. Et le scénario numéro 2 qui est le scénario de recovery, dans lequel le plus bas a été trouvé au niveau du coup de l'hiver dernier, donc du coup novembre-décembre, et qu'on repart du coup sur une hausse. Et globalement, sa conclusion, c'est qu'on est plutôt dans le scénario recovery. Alors comment ça se voit sur le graphique? En fait, l'idée c'est que là, la répartition, plus on est proche en fait du rouge, et plus on est dans le scénario probable, et on voit que globalement, ici, c'est un peu plus proche que ici, donc le recovery est un peu plus proche. Et en fait, sur chacune des situations, si on compare bien, c'est difficile à voir si c'est petit ou si on est éloigné, mais le cours du Bitcoin sur les 5-6 derniers mois colle plus au scénario recovery que continuation. Donc ça reste une, une représentation qui est complètement théorique, ça reste quelque chose de difficile à maîtriser, on ne connaît pas bien les paramètres qu'il a utilisés non plus, mais voilà, c'est positif. On parle rarement de modèles économétriques dans les analyses de Bitcoin, donc je trouve que c'est bien de montrer des choses de ce genre-là aussi. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.